Donc je vais introduire un peu le propos avant de laisser la parole à Marion et à Mathieu, puis à Monsieur Pichot lorsqu'il arrivera. Alors le dialogue social est souvent perçu comme une contrainte pour l'employeur. Il peut être vécu comme chronophage, comme inutile. On peut se poser la question de son intérêt. Incompréhensible en raison de la multiplicité des acteurs. On a des élus du personnel, on a des délégués syndicaux, des représentants syndicaux. Il peut être aussi résumé à un certain nombre de ces aspects. Protection que confère le mandat, heures de délégation, obligation de consultation, de négociation. En résumé, une perte de temps pour mener à bien les projets de l'entreprise. Alors aujourd'hui, nous allons laisser de côté ce tableau un peu sombre pour envisager son rôle dans la mise en œuvre d'un projet d'établissement. Donc on tentera de répondre à la question suivante. Comment faire pour que le dialogue social soit au mieux un levier dans la conduite du projet et au pire permettre d'éviter les blocages, voire les risques juridiques? Alors nous allons tenter de répondre à cette question avec le témoignage de M. Laurent Pichot, chef d'établissement coordinateur du groupe Saint-Joseph-la-Salle à Dijon, donc qui arrivera tout à l'heure, et grâce à l'expertise de Marion et de Mathieu, qui sont juristes au SNEL, comme l'a rappelé Jean-René, une organisation professionnelle de chefs d'établissement. Alors clarifions et délimitons le sujet. Qu'est-ce que le dialogue social? De quoi parle-t-on? Alors, dans son acception large, le dialogue social recouvre toutes les formes de négociation, d'information, de consultation et de concertation entre les employeurs et les salariés sur des enjeux économiques et sociaux. Au sens plus étroit du terme, donc ça c'est la définition de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, et au sens plus étroit du terme en France, le dialogue social. Bonjour, monsieur Pichot qui arrive. Dans sa dimension plus étroite, en France, le dialogue social renvoie à deux composantes majeures que sont la négociation collective et les processus d'information et de consultation des institutions représentatives du personnel. Donc, dans la dimension information-consultation des représentants du personnel, il permet de recueillir l'avis de la collectivité de travail sur un projet de décision, et de l'enrichir, le cas échéant, avec des angles de vue qui peuvent être élargis, innovants, et en tout cas de tenir compte de l'intérêt des salariés. Dans sa dimension, donc ça c'était information-consultation, dans la dimension négociation, le dialogue social permet de construire de la norme, une norme collective, contractuelle, adaptée aux besoins des entreprises ainsi qu'aux aspirations des salariés. Donc il concilie efficacité et protection. Donc le dialogue social, on va y venir lors de cet atelier, va se transformer de manière assez profonde avec les dernières réformes. On change de paradigme. Comme pour le droit du travail, on passe d'un droit régulé, c'est-à-dire réglementaire, à un droit social beaucoup plus conventionnel, où on peut s'organiser plus librement. Un dialogue social donc plus proche du terrain, des réalités économiques et sociales. Et c'est dans ce contexte qu'on devra se poser la question de son optimisation, donc qui appellera une meilleure articulation entre le volet négociation et le volet information-consultation des institutions représentatives du personnel. Donc il faudra assurément et certainement un certain temps pour que les acteurs puissent s'emparer de cette liberté d'organisation du dialogue social, mais on se doit d'anticiper ce changement culturel, comme nous l'avons vu tout à l'heure, encore dans ces logiques d'anticipation. Alors je vous propose dans un premier temps de revenir sur la philosophie, avec M. Pichot, de la philosophie même du dialogue social, puisque le dialogue social, il ne faut pas oublier, ce n'est pas du droit. Le dialogue social, c'est un espace de discussion, de concertation, voire de négociation. Donc je vais demander à M. Pichot s'il est prêt, pas encore, de revenir un peu sur le dialogue social au quotidien. Monsieur Pichot, qui a une expérience assez solide dans l'animation du dialogue social, il a présidé des comités d'entreprise, des comités centraux d'entreprise même, nous a-t-il dit, et conduit de nombreuses négociations. Donc sur ce point de vue, il sera intéressant d'avoir son témoignage. La première question que je vais vous poser, comment positionnez-vous le dialogue social dans la conduite du projet d'un établissement scolaire? Alors, bonjour à tous d'abord. Juste pour vous situer mon expérience, donc c'est ma 19e rentrée, donc j'ai été 8 ans directeur d'un lycée qui s'appelle Saint-Joseph à Istanbul, donc
les conditions sociales étaient très différentes. C'est pas de celui-là que je vais parler. J'étais 10 ans directeur donc d'un groupe qui s'appelle l'ECT, l'enseignement catholique de Thonon, qui regroupe en fin de compte 3 établissements, 3 sites, ce qui fait à peu près 3700 élèves. Donc ça fait pas mal de personnel et d'enseignants, bien sûr. Dans ce cadre-là, donc on avait un comité d'établissement pour chaque site et un comité central d'entreprise. Alors la première fois qu'on entend ça, ça fait un peu bizarre, mais à partir du moment où on dépasse les 300 salariés, on était obligé d'avoir cette configuration. Alors dans le CSE, c'est un petit peu simplifié. Mais voilà. Et donc maintenant, je suis sur Dijon, où là aussi, c'est un groupe avec 3100 élèves à peu près. Et là, par contre, il n'y a qu'un seul site avec 2 petites écoles primaires, un collège, un lycée, de l'enseignement supérieur. Et donc, voilà, c'est une autre configuration, mais comme c'est la même taille, on est à peu près les mêmes enjeux et le même type de relation. Alors, pour répondre plus concrètement à votre question, la première chose par rapport aux relations qu'on peut établir avec les partenaires sociaux, je crois qu'il y a la position du chef d'établissement. Au début, c'est important de bien se positionner, tout simplement. Le chef d'établissement, il est garant de la paix sociale, il est garant de l'unité de l'établissement. Alors quand c'est des grands groupes comme ça et qu'il y a beaucoup de structures, eh bien, c'est un préalable qui est important. Et j'ai toujours coutume de dire, ben voilà, on va dialoguer, mais à partir du moment où nous sommes dans le même bateau, le même vaisseau, eh bien, on va privilégier l'intérêt général par rapport aux intérêts particuliers d'un groupe ou d'un individu. Et c'est un positionnement qui est quand même important, c'est un préalable. Voilà, ça pose un petit peu les choses. Pour éviter qu'on tire d'un bord ou d'un autre. Et puis, rien n'empêche, je dirais que les négociations, que les liens avec les représentants soient liés au projet d'établissement. Ce n'est pas du tout interdit, ça peut même être conseillé. Et d'arriver à faire une petite articulation, ça donne du sens. Ça donne du sens. Et pour être plus concret, peut-être, un exemple, il y avait toute une réflexion donc, autour du bien-être des enseignants, des personnels, parce qu'il y avait des risques psychosociaux, etc. Il y avait eu des conditions difficiles pendant quelques années. Et donc, il y a eu une réflexion à la fois avec les représentants et les élus, et à la fois avec un groupe du comité du projet d'établissement. Et on est arrivé à mettre en place des salles de repos pour les enseignants et pour les personnels, simplement pour le bien-être. Alors ça peut paraître anecdotique comme ça, mais en fin de compte, ça rentre dans un contexte et ça a bien été réfléchi, voté, admis par tout le monde et financé ensuite. Voilà, c'est un tout petit exemple. Merci beaucoup. Donc le dialogue social donc, est aussi un levier pour impliquer la collectivité autour du projet. C'est un peu votre propos. Voilà. Donc quand on l'articule avec le projet d'établissement, c'est un peu plus facile. Il y a un certain nombre d'accords d'entreprise aussi qui ont pu être scellés, soit dans un établissement, soit dans l'autre. Là, c'est quelque chose qui se fait dans le temps, dans la durée. J'ai loupé un petit peu le début, mais je vous ai entendu parler d'anticipation. Et c'est vrai que ça me paraît très important d'avoir un calendrier qui soit clair pour qu'on puisse donner toutes les informations à tout le monde. La transparence, c'est quand même le point névralgique. Il y a des informations qui sont à donner. Et il y a un rapport social qui me paraît important. Moi, j'ai toujours donné un rapport social qui était même un peu plus riche que ce que la législation demandait. Et c'est pas choquant d'avoir des statistiques qui sont pas très difficiles à faire, qui soient même plus importants que ce que demande la BDES. Je parle jargon là ou pas? Non, c'est bon. Je pense que tout le monde, la base de données économiques et sociales, donc qui est le réceptacle des informations à transmettre aux partenaires sociaux.
Peut-être on reviendra sur les questions de posture juste après. Donc il a été assoupli, le cadre du dialogue social a été assoupli, donc j'ai évoqué les dernières réformes, notamment les ordonnances Macron, mais il s'inscrit quand même dans un cadre juridique qu'il est important de connaître, ou tout au moins les fondamentaux, les grands principes, pour ensuite s'affranchir des logiques juridiques. Donc Marion, Mathieu, pouvez-vous nous présenter l'environnement juridique au regard des dernières réformes qui ont été assez importantes en 3-4 ans? Alors oui, tout à fait. Alors, on a entendu ce matin le mot anticipation. Pour anticiper, on a désormais un levier qui permet une individualisation plus grande en tenant compte finalement des besoins qui sont ceux de chaque structure. Et cette individualisation se fait au service du projet. Et c'est à ce titre-là, effectivement, que les différentes réformes de ces dernières années permettent désormais d'envisager cette individualisation, alors qui repose effectivement sur un projet concerté, et ça, on va avoir l'occasion d'en parler. On est vraiment dans une notion de avancer ensemble au service du projet. Donc on se situe véritablement dans la thématique de cette journée d'aujourd'hui. Et ce avancer ensemble doit se faire en toute connaissance d'un socle. Il existe aujourd'hui dans la loi un socle intangible de levier à respecter, mais c'est ce socle sur lequel on va travailler pour individualiser finalement chaque structure. Donc pour ce faire, c'est important effectivement de bien se positionner sur les différentes réformes finalement qu'on a connues sur ne serait-ce que ces 5 dernières années, pour voir comment aujourd'hui le dialogue social est en train d'évoluer dans sa forme depuis quelques années. On a envisagé tout à l'heure, en introduction, Alexandre l'a dit, depuis quelques années, on avait vu un empilement effectivement d'un certain nombre de logiques en matière de dialogue social. On voyait que selon les effets de seuil, on pouvait interagir avec des délégués du personnel, avec un comité d'entreprise, avec un CHSCT, pour le canal de représentation du personnel, et à côté avec des représentants syndicaux pour le canal de la négociation. Et finalement, on avait derrière cette organisation, cette organisationnelle qui finissait par peser très lourd. Et la question, le sens de la réforme qui est traversante finalement depuis ces dernières années, c'est comment finalement arriver dans le cadre d'une individualisation à donner davantage de sens. Donc sortir finalement de l'organisation pour aller dans la dynamique du sens et du construire ensemble. Parce qu'on est toujours dans cette dynamique-là dans le cadre des différentes réformes. Donc on a resynthétisé, vous le voyez sur vos écrans, sur les 3 finalement grandes étapes qui ont jalonné ces dernières années, avec la loi Rebsamen. La loi Rebsamen qui apportait notamment la possibilité aux structures de fonctionner en DUP élargi. Jusqu'à il y a quelques années, jusqu'à cette fameuse loi Rebsamen, on avait déjà cette DUP qui existait, alors DUP qui était dite à l'époque classique, où on avait une élection commune pour les délégués du personnel et le comité d'entreprise. Dans le cadre de la DUP élargie, on va plus loin puisqu'on a délégués du personnel, comité d'entreprise et CHSCT dont l'élection se fait en même temps et dont les modes de fonctionnement commencent à être rapprochés. Donc on le sent déjà apparaître dans la loi Rebsamen, cette notion de rapprochement des instances. On voit aussi dans cette loi Rebsamen une notion de fusion, de regroupement des consultations obligatoires. À l'époque de la loi Rebsamen, les consultations obligatoires, c'est 17 consultations par an. Dans le cadre de la loi Rebsamen, on est sur un regroupement dont on va reparler dans quelques instants, autour de 3 grandes consultations annuelles. Un regroupement qui est cohérent puisque les 3 grandes consultations sont regroupées autour de différentes thématiques que sont effectivement la politique sociale, la politique financière et les orientations stratégiques, sur lesquelles on va revenir. On voit aussi, à l'occasion de la loi Rebsamen, se construire un regroupement dans le même temps des négociations à tenir. Donc là, on est sur le champ effectivement de la négociation collective. On a ce regroupement, et notamment dans le cadre de la NAO, en 2 blocs. Un premier bloc effectivement qui est consacré au salaire effectif et un second bloc qui est consacré à l'égalité professionnelle et à la qualité de vie au travail. Donc on va avoir l'occasion de revenir là-dessus parce que ces regroupements qu'on a connus avec la loi Rebsamen restent
toujours, à l'heure actuelle, bien vivant. Et c'est notre socle aujourd'hui de vigilance dans cette individualisation. On a aussi la loi El Khomri qui est arrivée un an plus tard, avec toujours cette logique, effectivement, de libérer encore plus les énergies dans le cadre du dialogue social, puisque là, on voit apparaître aussi la place qui est donnée désormais à l'accord d'entreprise. Donc, on rapproche finalement la négociation au plus près de chaque structure. Donc, on voit vraiment apparaître au fur et à mesure de ces réformes des leviers d'individualisation. On passe d'un délai, enfin d'un droit d'opposition finalement sur les accords à la notion d'accord majoritaire. Cette notion d'accord majoritaire, qui est désormais finalement la règle commune, permet effectivement l'engagement et la validité des accords collectifs. Donc on est sur une représentation de l'ensemble des participants de l'établissement. Et on a enfin les ordonnances Macron qui ont depuis lors été ratifiées dans la réforme du Code du travail, qui marquent finalement encore une dernière étape, puisque on se souvient, dans le cadre de la Rebsamen, on commençait à évoquer la DUP élargie avec une notion de passage facultatif à la DUP élargie. Là, dans le cadre de la dernière réforme, on va se parler désormais du Comité social économique, le CSE, qui correspond désormais à la fusion de l'ensemble des instances qui préexistaient. Donc là, l'ensemble des établissements vont, lors de leur processus électoral à venir, ou qui vient effectivement de se réaliser, élire et mettre en place le CSE, avec un objectif le 1er janvier 2020. Dans le cadre de ce CSE, il va y avoir des possibilités d'individualisation qui vont permettre de porter encore davantage le sens de la concertation, le sens du collectif et le sens au service du projet. Donc on est vraiment sur cette dynamique-là avec cette dernière instance dont on va détailler un tout petit peu les modes de fonctionnement et notamment l'impact de la création de cette instance sur les obligations de consultation qui restent un intangible, les 3 obligations de consultation que j'ai évoquées quand j'ai parlé de la loi Rebsamen. Et dans le cadre de ces ordonnances, on voit aussi apparaître la généralisation de l'accord majoritaire qui était déjà présent dans la loi travail et qui devait se mettre en place progressivement et dont la date effectivement d'effectivité a été donnée au 1er mai 2018. Nous sommes donc désormais dans un calendrier d'accord majoritaire. Et on voit également apparaître dans le cursus de la négociation obligatoire un élargissement des partenaires possibles effectivement de la négociation, notamment dans les plus petites structures, TPE, PME, ce qui faisait partie effectivement des structures qui avaient été mises vraiment en cœur de cible sur cette réforme, de manière à permettre effectivement de chaque finalement structure, quelle que soit sa taille, de faire ce processus d'individualisation dont on va parler aujourd'hui. Donc là, on est vraiment sur des réformes successives qui ont été au service d'une individualisation, d'une concertation plus importante autour de la pratique du dialogue social. Et l'objectif, justement, c'est d'anticiper pour ne pas subir. On l'a déjà entendu plusieurs fois depuis ce matin. Là, on a, au fil des réformes successives, vu apparaître des leviers au service de cette anticipation et de cette individualisation. Alors là, je vais laisser la parole effectivement à Mathieu, qui va vous donner des éléments concernant le CSE. Marion. Alors le CSE, donc comme Marion vient de vous l'annoncer, c'est à travers les ordonnances du nouveau gouvernement dans l'année 2017 qui a mis en place donc cette nouvelle instance qui vient purement et simplement remplacer les autres instances que vous connaissiez actuellement. Le CSE va se déclencher à partir de 11 équivalents temps plein. Donc au niveau des délégués du personnel, ils vont disparaître aussi. Évidemment, rien ne se perd, tout se transforme, c'est-à-dire que le comité social et économique, on n'est pas sur une révolution de fond, on est surtout sur une révolution de forme, puisqu'il y a cette fameuse rationalisation, et surtout ces modalités de fonctionnement qui deviennent harmonisées. Il y a évidemment le socle légal qui s'applique, comme on l'a précisé ce matin, en l'absence d'accords collectifs différents, ce fameux
cette fameuse, excusez-moi, dispositions supplétives qui viendront s'appliquer si évidemment on ne vient pas mettre la main à l'intérieur du processus pour modifier selon l'établissement et selon ce que l'on veut justement véhiculer à travers l'établissement. Et du coup, ce comité social et économique de base va reprendre donc du coup les attributions des anciennes instances que vous connaissiez actuellement. Mais comme je le disais, au niveau des règles de fonctionnement, on va véritablement avoir derrière une simplification, il faut oser le mot, une simplification du fonctionnement dans l'établissement. Et on sera moins justement sur cet aspect contraignant, puisqu'on verra au fur et à mesure toutes les possibilités qui vous sont offertes pour adapter le CSE à votre établissement. Le comité social et économique, il a déjà été précisé ce matin, au 1er janvier 2020, il doit être mis en place. Il doit être mis en place dans le sens où toutes les autres instances vont disparaître purement et simplement. Encore une fois, n'attendez pas le 1er janvier 2020. Il existe des dispositions transitoires qui permettent justement de venir programmer le CSE dans votre établissement et de ne pas attendre l'échéance du 1er janvier 2020 et ensuite d'être pris dans un calendrier qui justement sera plus contraignant qu'autre chose. Il faut vraiment que vous mettiez les mains dans le cambouis, si je peux dire ça comme ça, pour justement mettre en place ce CSE avec votre agenda, et c'est ça qui est important, et surtout bien le préparer en amont. Évidemment, on retrouve toujours d'un autre côté, puisque le CSE c'est un organe élu, qui reprend donc délégué du personnel, comité d'entreprise, CHSCT, selon les structurations d'établissement évidemment, et de l'autre côté, vous avez ce que l'on appelle les désignés, ceux qui passent aussi par l'élection, mais qui derrière donc, vont venir justement apporter la touche syndicale dans votre établissement. La touche syndicale qui va se déployer au final selon différents niveaux. On va retrouver le premier niveau qui est le représentant de section syndicale, qui lui concrètement vient implanter une section syndicale dans votre établissement et qui vient du coup déployer aussi un nouvel interlocuteur qu'il ne faut pas voir négativement, mais bien justement, comme c'est le fil conducteur de la journée, pour soutenir le projet de l'établissement. À côté de cela, donc, on a le délégué syndical qui, lui, a une plus grande légitimité, une légitimité qui lui permettra derrière d'aller négocier des accords collectifs dans l'établissement. Lui pourra engager justement, par sa signature, des dispositions qui pourront venir s'adapter à l'établissement. Ce délégué syndical, véritablement, lui, va vous aider aussi, la plupart du temps, à conduire votre projet, à s'adapter véritablement à votre activité et à votre particularisme qui est lié à votre établissement. L'aboutissement de cette réforme à travers les ordonnances Macron, on voit quand même justement que derrière, il y a une autre idée. C'est-à-dire qu'on a vu que la DUP élargie était au final l'expérimentation du CSE, avec des règles de fonctionnement propres à chaque instance qui restaient conservées. Le CSE, lui, va avoir des règles de fonctionnement qui va s'appliquer selon l'effectif, à moins ou plus de 50 équivalents temps plein, on va y revenir. D'un autre côté, on peut déjà imaginer la suite, puisqu'on anticipe encore une fois, même nous juristes, c'est la création possiblement, à travers les ordonnances Macron, d'un conseil d'entreprise. Alors je ne dis pas qu'aujourd'hui vous allez pouvoir démarrer avec ce fameux conseil d'entreprise, puisque ça demande aussi une acculturation, ça demande aussi de l'expérience au niveau de ces possibilités-là, mais en gros, le délégué syndical va, par accord collectif, donner la possibilité de créer un conseil d'entreprise qui sera composé librement à travers cet accord collectif, soit de membres du CSE avec des membres syndicaux également, pour justement venir négocier ces fameux accords collectifs qui permettent d'adapter le droit véritablement à l'établissement. Ce conseil d'entreprise viendra justement rationaliser encore une fois de plus l'ensemble des consultations qui sont liées au comité social et économique, mais aussi le volet dialogue social et à travers les accords collectifs qui normalement étaient réservés donc, au monopole syndical. Au niveau des missions du CSE à proprement parler, donc du comité social et économique, on va retrouver une structuration que vous connaissiez à travers les DP, délégués du personnel, et le comité d'entreprise. Tout simplement, les délégués du personnel à moins de 50 équivalents temps plein
donc présentait déjà les réclamations individuelles et collectives, promouvait la santé, la sécurité, les conditions de travail, les enquêtes relatives aux accidents de travail et maladies professionnelles, mais aussi donc la possibilité de saisir l'inspection du travail. Une révolution de forme et non de fond, dans le sens où un CSE à moins de 50 équivalents temps plein donc va avoir une règle de fonctionnement qui lui sera propre. Dès lors que le CSE sera mis en place dans un établissement à plus de 50 équivalents temps plein, alors je vais quand même préciser le équivalent temps plein parce que je l'ai déjà beaucoup utilisé, mais je vous rappelle qu'à travers la loi Censi, nous intégrons dans la communauté de travail de l'établissement les enseignants et les salariés OGEC, le personnel OGEC. Donc évidemment, on arrive souvent dans nos établissements à avoir plus de 50 équivalents temps plein. Et donc du coup, avec des attributions qui sont beaucoup plus importantes au final que la réalité de notre établissement et notamment vis-à-vis de notre base personnelle OGEC qui se retrouve souvent en infériorité numérique. Malgré tout, nous sommes soumis au CSE, comme nous étions soumis aux obligations du comité d'entreprise et du CHSCT. Mais comme vous pouvez le constater, le CSE, lui, ne viendra pas avoir une section spécifique liée au CHSCT, au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Le CSE va récupérer dans ses attributions globales cette partie qui était jusqu'alors réservée au CHSCT. C'était un peu le cas de la DUP élargie, et donc du coup, on retrouve vraiment cette configuration. Donc le plus de 50 équivalents temps plein récupère à la fois les attributions des moins de 50, plus les attributions qui sont liées aux plus de 50 équivalents temps plein. Donc tout ce qui est notamment l'expression collective des salariés qui permettent la prise en compte donc les intérêts dans la gestion, l'évolution économique et financière de l'établissement, l'organisation du travail et la formation professionnelle. On verra à travers les différentes consultations qu'il faudra tenir vis-à-vis de ce CSE. Donc justement, les consultations donc annuelles qui sont liées au CSE sur les différents aspects des attributions relatives au comité social et économique. Ces consultations donc, sont à tenir annuellement. C'est ce fameux regroupement des 17 consultations en 3, des thématiques qui se retrouvent malgré tout dans ces 3 consultations annuelles. On retrouve d'une part donc, la consultation sur la situation économique et financière. Donc là, véritablement, c'est présenter un état des lieux au niveau de l'établissement. C'est une donnée que les élus donc, doivent être informés à travers la BDES, la base de données économiques et sociales, et donc du coup doivent être en capacité de donner un avis. On verra derrière justement les éléments qui permettent d'assurer une consultation en bonne et due forme. De l'autre côté, on retrouve donc les orientations stratégiques. Orientations stratégiques, non, d'accord. Orientations stratégiques, donc là, qui sont vraiment à la rigueur sur le prévisionnel. On est aussi sur un instant T. On vient présenter à travers cette BDES justement les éléments qui sont liés au projet de l'établissement et tout ce qui est fait en matière de politique sociale, mais aussi en matière de politique économique à l'intérieur de l'établissement. Et ce sont des choses donc, du coup, qui vont permettre aussi de se projeter sur l'avenir. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut anticiper en amont ces différentes consultations. Et enfin, la dernière consultation, qui est liée donc à la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, et qui là donc viendra vraiment axer sur la politique salariale au niveau de l'établissement, et aussi, encore une fois, sur cette fameuse prévision derrière des différents blocages, des différents leviers que l'on pourrait mettre en place, que ce soit en termes de formation professionnelle, pour justement venir anticiper au niveau de notre politique salariale de comment faire pour que le projet puisse être soutenu aussi à l'intérieur de l'établissement. Toutes ces consultations s'accompagnent obligatoirement d'une information, une information contenue au sein de la base de données économiques et sociales et qui donc viendra alimenter derrière les débats tenus en consultation annuelle. Alors donc on vient de faire le point effectivement sur le CSE, cette nouvelle instance effectivement qui est sur la pérennisation des missions qui étaient celles des institutions représentatives du personnel jusqu'alors. Donc finalement, effectivement, on est dans cette dynamique d'une fusion, mais avec une conservation de l'ensemble finalement des prérogatives qui préexistaient, avec donc ce socle des 3 consultations qui est lui aussi
conserver. Donc ça signifie qu'effectivement dans ce processus d'individualisation, on va devoir effectivement réfléchir à l'organisation de ce socle de 3 consultations: orientation stratégique, politique sociale et politique financière. Dans le même temps, la réforme vient également reposer la question de la négociation collective, et notamment de la négociation collective obligatoire. Alors, dans votre réflexion autour d'une individualisation, d'une anticipation, il y a un élément qu'il va falloir effectivement intégrer, c'est la conservation de l'obligation annuelle de négociation en 2 blocs. Tout à l'heure, j'ai évoqué avec vous la loi Rebsamen, qui venait finalement centraliser les obligations de négociation vers un processus de NAO, la négociation annuelle obligatoire. Alors, ce regroupement, finalement, il s'est fait sous 2 blocs. Alors, le bloc 1, rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée, sur lesquels on va revenir. Et le bloc 2, égalité entre hommes et femmes et qualité de vie au travail. À noter que la condition d'engagement de ces négociations n'est pas modifiée par les réformes récentes. L'engagement de cette négociation-là, on n'est pas sur une dynamique de seuil, mais sur est-ce qu'il existe, oui ou non, dans l'établissement, un délégué syndical. La présence du délégué syndical rend obligatoire la tenue de ces négociations annuelles obligatoires. Et là, on est vraiment, dans le Code du travail, sur une dynamique supplétive de négociation annuelle. Alors, il est important d'engager ces négociations pour le dialogue social de l'établissement, au service du projet de l'établissement, et il convient de noter également, notamment sur les questions de salaire effectif et d'égalité professionnelle homme-femme ou femme-homme, pour le coup, on est aussi sur un domaine de sanctions. Donc il convient d'être vigilant par rapport à la périodicité de ces négociations-là, car les sanctions qui préexistaient ont également été maintenues. Donc là, on vous les a remis en mention. Pour les salaires effectifs, alors en fonction du nombre de fois effectivement où l'inspection du travail a eu l'occasion de constater un manquement à cette négociation, on peut aller sur une sanction qui va de 10% à 100% des exonérations de cotisations sociales. Alors quand on parle d'exonération de la cotisation sociale, on va notamment parler de la réduction Fillon, dite réduction de cotisation sur les bas salaires. Donc c'est extrêmement important effectivement de garder aussi en tête cette dynamique-là. Sur l'égalité professionnelle homme-femme, il existe également une sanction pécuniaire à prendre en compte. Il est donc, au-delà de la question du dialogue social d'établissement, important de se souvenir de l'existence de ces sanctions et donc d'avoir une politique dynamique, notamment sur ces 2 matières. Alors, après, on est vraiment sur cette dynamique de négociation. Alors, on reprend rapidement les différents blocs de négociation. Alors, le premier bloc, effectivement, qui est le bloc du salaire effectif, où on va retrouver effectivement la nécessité annuellement de s'interroger sur les salaires effectifs. Donc, là où on va avoir l'occasion de regarder quels sont le dispatch des salaires par catégorie professionnelle. Quand on englobe salaire, est-ce qu'on est sur salaire strictement conventionnel? Est-ce qu'on est sur d'autres avantages effectivement et accessoires de salaire? On va vraiment fouiller cette thématique-là en se servant généralement des données qui sont collectées, notamment dans le cadre de la BDES, puisque ça, c'est les données que vous avez aujourd'hui dans les possibilités, effectivement, les logiciels, les applications, notamment BDES. On va se parler aussi de temps de travail et de partage de la valeur ajoutée. Avec partage de la valeur ajoutée, cette notion d'intéressement, de participation et d'épargne salariale. Donc, sur le bloc 1, on est sur des dynamiques effectivement salariales, de temps de travail et d'investissement effectivement dans le parcours professionnel. Sur le bloc 2, qui concerne l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail, on voit qu'on a un nombre de thématiques qui est plus large. Alors l'articulation entre vie perso, vie professionnelle, avec un certain nombre d'exemples de mesures qui peuvent être envisagées dans le cadre de ces accords. L'égalité professionnelle femmes-hommes, dont je parlais à l'instant, la prévention des discriminations, l'insertion professionnelle des travailleurs en situation de handicap, le droit d'expression. Et depuis l'année dernière, depuis 2017, s'est ajouté à l'ensemble de ces thématiques l'obligation d'avoir un échange sur le droit à la déconnexion.
qui est une thématique qu'on doit forcément de plus en plus aborder du fait de l'émergence des outils de communication numérique dans la relation de travail. Donc, chaque année, aujourd'hui, sur les dispositions supplétives, on doit tenir une négociation annuelle obligatoire sur l'ensemble de ces 2 blocs, en évoquant l'ensemble de ces questions. En revanche, là, on est vraiment sur la stratégie du socle fondamental. Ce qui est en cause aujourd'hui sur la notion d'anticipation, c'est comment se nourrir de ce socle qui n'a pas été modifié pour construire une stratégie propre de dialogue social, puisque l'ensemble des différentes réformes qui finalement nous ont amenés aujourd'hui à cette journée nous permet aujourd'hui d'envisager, d'individualiser et d'anticiper en tenant compte de ces différentes obligations. Donc là, je me permets de rendre la parole à Alexandre. Donc nous observons une simplification du cadre juridique au travers de ce regroupement des informations consultations, au travers de ce regroupement aussi des négociations. On est passé à 3 blocs de négociations, avec toujours des prérogatives, ça reste une constante, qui dépendent de l'effectif de l'entreprise, comme l'a expliqué Mathieu. Donc 3 des rendez-vous, donc 2 ou 3 rendez-vous de négociation et 3 rendez-vous d'information consultation. On verra tout à l'heure comment on peut aménager pour simplifier encore plus le dispositif. Insister sur la BDES également et sur la nécessité, avant de conduire des négociations ou d'informer les partenaires sociaux, de partir sur un diagnostic partagé. Puisqu'il y a les sanctions financières, certes, mais il y a aussi le blocage de certains projets. Il y a des projets pour être mis en place qui doivent donner lieu à une information, consultation des représentants du personnel. Tant que les élus n'ont pas une information leur permettant de délivrer un avis en toute connaissance de cause, le projet, ils peuvent refuser de donner leur avis et le projet peut être bloqué. Donc au-delà des sanctions financières, il y a aussi des sanctions en pratique dans la mise en œuvre du projet. Donc le cadre étant posé, on va revenir un petit peu sur... donc c'est un cadre qu'il faut quand même maîtriser avant d'animer le dialogue social, ou au moins avoir les fondamentaux, parce qu'on ne va pas rentrer dans toutes les lignes de négociation. Revenons un peu sur l'animation du dialogue social. Et je me retourne à nouveau vers M. Pichot. Comment, en pratique, nouer une relation de confiance avec les partenaires sociaux et obtenir un dialogue social plus fécond ? On avait un peu parlé tout à l'heure. Oui, j'en ai un petit peu parlé. La première chose, je pense que c'est important que les gens se forment. Alors, quand je dis les gens, ça veut dire à la fois du côté employeur, mais à la fois aussi les membres du CSE. Et d'expérience, on se rend compte que plus les gens sont formés, plus les questions deviennent précises et sont cadrées. Parce que sinon, on arrive à avoir des formulations de questions ou des questions qui sont hors sujet, qui ne dépendent absolument pas du CSE, qui dépendent du conseil de direction. Et on déborde en fin de compte et on est en dehors du cadre juridique. Je voudrais revenir sur la négociation du bloc 1 qu'évoquait Marion tout à l'heure. Donc c'est tout ce qui concerne les salaires effectifs, les primes, etc., le temps de travail. Faut savoir que ça a été mis en place dans les entreprises relativement tôt, mais la FNOJEC avait été relativement lente à l'époque à réagir. Et donc en 2009, 2010, 2011, nous on s'est fait rattraper par l'URSSAF. Parce qu'il y avait un défaut de NAO, on appelle ça comme ça. Donc il n'y a pas obligation d'arriver à un accord, il y a obligation de se mettre autour de la table. C'est 2 choses différentes. Et il suffisait d'avoir un petit papier en disant ben voilà, on s'est mis autour de la table et on n'est pas d'accord. Je caricature un petit peu, et ça suffisait. Là, on n'avait pas ces papiers-là, et en 2009, 2010, 2011, l'arc-boutant ne parlait encore pas de ça, puisqu'il y avait la convention collective qui était en négociation à l'époque, et les consignes qui étaient données, c'était de dire ne faites rien, ne négociez rien, tant que la convention collective n'est pas sortie. Comme ça a pris beaucoup de temps, on n'a pas bougé. Et en 2011, l'URSSAF nous a rattrapés, et ça nous a coûté 180 000 €. Donc c'est pour ça que je donne l'exemple. Donc il faut y penser. C'est un accord, c'est une négociation obligatoire. Et donc il faut bien l'avoir dans les papiers. Alors ça c'est le côté négatif, je dirais, ou juridique, où il faut être très vigilant. Maintenant, ça nous a permis d'étudier des choses qui sont beaucoup plus positives et d'attaquer certaines représentations mentales.
Par exemple, en ce qui concerne les temps partiels. Est-ce que les temps partiels qu'il y a dans les établissements sont des temps partiels subis ou des temps partiels choisis? Hein, c'est quand même une question qui est importante. Alors maintenant, il y a quand même impossibilité d'avoir des accords, des contrats en dessous de 17h30 normalement. Hein, donc ça limite un petit peu, mais entre les gens qui sont entre 17h30 et 35h, qu'est-ce qui se passe? Et il y avait pas mal de discussions donc, avec les partenaires sociaux à l'époque, en se disant, mais en fin de compte, il y a beaucoup de temps partiels, ce sont des temps partiels subis, etc. Et donc on a dit, bah, on va en discuter, et on a élaboré une petite enquête, et on l'a fait passer à tous les personnels, et on s'est rendu compte, en fin de compte, que beaucoup de gens qui étaient à temps partiel l'avaient choisi. Ils ne souhaitaient pas d'heures supplémentaires. On leur demandait si vous aviez des heures supplémentaires, est-ce que vous accepteriez? Beaucoup n'en souhaitaient pas. Et donc ça a permis de dire, ben voilà, il y en a plus des 2/3 en fin de compte qui sont très heureux du nombre d'heures qu'ils ont. Et puis il y en a 30% qui souhaiteraient avoir une augmentation s'il y a des augmentations. Mais ça a permis de quantifier, ça a permis, je dirais, de dédramatiser un petit peu la situation. Et on est arrivé à une position qui était plus rassurante pour tout le monde en disant en fin de compte c'est pas si mal que ça, et si on bloque des heures, eh bien, de nouvelles heures, eh bien, on essaiera de les mettre sur les 30% des gens qui demandent. Et donc voilà, c'était un accord qu'on a eu, et simplement en rentrant dans les chiffres. Donc voilà, il ne faut pas avoir peur de la transparence. Donc on est vraiment rentré en détail, sans nommer les gens bien sûr, mais c'est quelque chose qui a été vécu positivement et par les personnels et par tous les acteurs de la négociation. Avec des éléments objectifs apportés aux représentants du personnel, de la loyauté dans les négociations, de la transparence de l'information, c'était tous ces sujets. C'est vital, évidemment, quoi. Et donc, j'ai jamais refusé, lorsqu'on donne le rapport social ou l'équivalent de la BDES, il y a beaucoup de données, et j'ai jamais refusé lorsqu'il y avait des demandes supplémentaires des élus en disant voilà, on souhaiterait savoir ce qui se passe plus pour les hommes sur les femmes, pourquoi est-ce que les salaires paraissent différents. Eh bien, on a toujours accepté de donner des informations supplémentaires à partir du moment où elles ne pointaient pas la vie privée des gens, hein, évidemment. Hein, mais on a réussi comme ça, je dirais, à faire sauter des représentations mentales qui étaient un peu négatives, et on a réussi à expliquer les situations. Ce qu'il faut, c'est expliquer. Il ne faut pas hésiter à donner plus d'informations, même ce qui en est demandé. En fin de compte, ça rassure tout le monde. On voit qu'on n'a rien à cacher, hein, et ça permet d'avoir des accords qui sont plutôt sereins, quoi. Merci. Donc donner du sens un peu à ce qu'on donne aux partenaires sociaux. On en parlait tout à l'heure. Et pour nouer justement cette relation de confiance avec les partenaires sociaux, on parlait tout à l'heure de la méthode dans l'approche de la GPEC. Le dialogue social, c'est aussi une question de méthode. Les dernières réformes, et notamment les ordonnances Macron, nous donnent la possibilité de s'organiser plus librement en fonction de l'activité de l'entreprise, de son projet, de son organisation. On peut désormais construire un dialogue social sur mesure et un peu plus rationalisé. Marion, Mathieu, pouvez-vous nous présenter toutes ces mesures qui permettent de fluidifier un peu le dialogue social et renforcer son efficacité? Bien sûr, Alexandre. Du coup, le comité social et économique, je vous ai présenté évidemment une version simplifiée. On n'allait pas rentrer dans le détail. On n'est pas là pour vous assommer du juridique, surtout pas, surtout avant manger. Quand même, je suis conscient derrière que voilà, il y a une échéance importante, mais sachez qu'avec le CSE, il y a des échéances importantes. Il y a des rendez-vous surtout à ne pas rater. C'est dans cet esprit qu'on vous présente de manière simplifiée, encore une fois, pour dédramatiser un peu les choses aussi. On a en effet l'obligation de mettre en place un CSE, il a des missions, il a des attributions, il existe des consultations annuelles, mais ça c'est si on n'a pas négocié en amont, si on n'a pas fait cette fameuse méthode qu'a souligné Alexandre, et cette anticipation à proprement parler de comment vont se dérouler les réunions, et surtout comment justement mettre en place ces réunions. C'est pour ça qu'on vous présente donc à travers deux petits cercles justement sur quoi vous allez pouvoir jouer au niveau de l'agenda social. Vous avez donc des réunions qui sont obligatoires dans le sens où vous devez évidemment, selon votre structuration, moins de 50 équivalents temps plein, une réunion tous les mois, plus de 50 équivalents temps plein, une réunion tous les 2 mois.
Pour les moins de 50 équivalents temps plein, on n'a pas trop de possibilités d'arranger les réunions. Pour les plus de 50 équivalents temps plein, on va avoir une possibilité, tout en conservant dans l'ordre public 6 réunions annuelles, d'aménager notre calendrier social de réunions. Et donc du coup, ça va permettre derrière aussi d'anticiper et d'avoir vraiment des échéances qui correspondent à votre activité. C'est vraiment important de prendre conscience de cette adaptation dans votre projet d'établissement du CSE, à travers donc tous les éléments qui seront nécessaires à la réunion et à cette posture que l'on vient de détailler, cette loyauté des négociations, mais aussi des consultations. Donc les réunions à travers donc, la BDES, la base de données économiques et sociales, où là on va pouvoir agir aussi au niveau des données. Comme on le disait, il y a en effet le socle légal. Après, pourquoi pas, encore une fois, donner un peu plus d'éléments, mais pour mieux comprendre aussi la structuration dans laquelle se trouvent les élus et derrière, comment aussi eux vont transmettre aux salariés et personnels enseignants à l'intérieur de l'établissement. On va aussi avoir la possibilité, mais dès la mise en place du CSE, d'agir sur la composition. On pourra baisser le nombre de représentants. Malgré tout, bon, il y a quand même une contrepartie qu'il faudra respecter, c'est donner autant d'heures de délégation que normalement il devrait y avoir. Mais on peut aussi agir sur cette composition. Au niveau des budgets également, le budget de fonctionnement, lui, reste un socle légal 0,2% de la masse salariale brute, salariés plus enseignants. Mais au niveau des activités sociales et culturelles, on pourrait très bien déclencher un accord collectif sur le sujet pour déclencher ce fameux budget. Bon, évidemment, au bon vouloir du chef d'établissement d'engager la négociation sur ce sujet-là. Et enfin, au niveau des réunions, sur cette rationalisation, il y a aussi ce fameux conseil d'entreprise que j'avais déjà évoqué, où là, on va pouvoir fusionner un peu le syndical et la représentation du personnel. Et on va avoir au final des réunions de négociation qui pourront donc se passer malgré tout dans un même agenda social que le comité social et économique. De même, au niveau des consultations, on va pouvoir agir au niveau du contenu. Au niveau du contenu de ces consultations, on va toujours, encore une fois, avoir ce socle ordre public, mais on va avoir des possibilités d'aménager, d'adapter sans difficulté les thématiques qui sont contenues à l'intérieur des consultations. De même, au niveau de la périodicité, on peut jouer sur le caractère annuel, on peut venir décloisonner ce caractère annuel, notamment, je pense, aux orientations stratégiques, puisque généralement, dans nos établissements, un projet, il ne vit pas que pour un an, on est bien conscient de cela. Donc du coup, il y a des possibilités d'aménagement, tout en restant, encore une fois, sur ce socle d'ordre public. Évidemment, l'objet des consultations, lui aussi, pourra venir s'alimenter et s'agréger en fonction de votre établissement. Et donc, du coup, c'est vraiment dans cet état d'esprit que le CSE a été mis en place. C'est vraiment de s'accrocher à l'entreprise dans laquelle il est, donc dans notre cas présent, dans notre secteur d'activité, à notre établissement d'enseignement privé. Donc on découvre effectivement, dans le cadre des marges de manœuvre et des souplesses qui ont été créées par les ordonnances sur le CSE, cette possibilité finalement qui est ouverte de devenir maître collectivement de l'agenda social de l'établissement. De quoi va-t-on parler? À quelle échéance? Dans quelle modalité? Quel va être le contenu? Quelles vont être les informations diffusées? Finalement, on se rend compte que pour ceux qui souhaitent effectivement se saisir de ces nouvelles marges de manœuvre pour justement porter un projet d'établissement, aujourd'hui, toutes les marches de l'escalier existent pour justement porter dans cette dynamique d'aller chercher effectivement collectivement un mode d'organisation. Donc là, on sort du faire au profit du comment bien faire et comment investir aussi dans la qualité. On parlait tout à l'heure notamment de la question de la formation des élus. Dans cette dynamique-là, la formation des élus, elle sera effectivement nécessaire, indispensable, incontournable pour justement permettre collectivement d'investir un projet d'établissement et d'investir un CSE qui soit finalement au service de ce projet d'établissement collectif. Et ce qu'on découvre dans le cadre de la réforme qui porte le CSE, on le retrouve également
Dans le cadre des négociations obligatoires, le deuxième canal effectivement dont on parlait depuis ce matin, dans le cadre des négociations obligatoires, on a désormais la possibilité d'individualiser son agenda de négociation. Donc ça veut dire que là, on peut choisir finalement de porter collectivement autre chose que ce qu'il y a de manière supplétive dans le Code du travail. De manière supplétive, aujourd'hui, tous les 2 ans, on doit se parler des 2 blocs dans l'ensemble des thématiques qu'on a préévoquées. Ça, c'est le Code du travail. Si collectivement, on veut porter un autre projet par le biais d'un accord collectif, d'un accord de méthode sur la négociation obligatoire, on peut désormais envisager effectivement que cette négociation obligatoire ne soit plus annuelle, mais sur une autre périodicité, avec un maximum à envisager effectivement de 4 ans. On peut négocier la périodicité, on peut négocier le contenu, réorganiser le cas échéant certains blocs, sortir, extraire certaines thématiques d'un bloc pour un regroupement. On peut envisager désormais d'être vraiment maître et des contenus qui sont évoqués, alors dans la limite bien sûr de ce qu'on a évoqué juste avant. Il y a des incontournables qu'il faudra dans tous les cas, effectivement, au minimum tous les 4 ans, se parler de l'ensemble des thématiques de chacun des 2 blocs. En revanche, il est laissé à la décision concertée et collective la possibilité de fonctionner de manière différente. Le but, l'objectif final n'est pas modifié. En revanche, la manière dont on envisage de faire les choses est désormais beaucoup plus ouverte. Et donc ça, c'est important parce que je peux négocier la périodicité, je peux négocier le contenu, la réorganisation, fonctionner de manière différente. Je peux négocier aussi les modalités du contenu que je vais évoquer. Qu'est-ce que je vais produire ? On est toujours sur cette notion de posture, de transparence, de loyauté. Qu'est-ce qu'on estime nécessaire collectivement de produire pour tenir ces différentes thématiques et ces 2 blocs ? Donc on est vraiment là, que ce soit sur le CSE ou sur la logique de négociation obligatoire, sur une dynamique finalement de pilotage, d'anticipation et d'individualisation. Et c'est ce projet-là, cette stratégie de dialogue social-là, que désormais vous avez la possibilité d'investir. Merci. Effectivement, une plus grande liberté offerte aux partenaires sociaux sur le terrain. Donc une logique d'anticipation qui va être vraiment très importante. Tout est un peu compliqué avant d'être simple en la matière. Ça peut paraître très réglementé, très normé. C'est avant tout question de méthode, d'anticipation, de poser un certain nombre de jalons. On l'a vu pour la GPEC, c'est également le cas dans le dialogue social. C'est de l'anticipation, de la prévision, construire un agenda social sur une année, sur plusieurs années, en fonction toujours du projet de l'établissement. Vous l'avez dit, monsieur, si on raisonne dialogue social à part, à côté, avec une frontière avec le projet d'établissement, là, on perdra du temps. Si vraiment on arrive à lier les 2, on rationalise, on gagne du temps, on implique aussi, il ne faut pas oublier, pour impliquer les collaborateurs, c'est aussi un des objectifs du dialogue social. Donc on a quand même une méthode à respecter et pour se saisir de cette liberté qui est permise par les dernières réformes. Alors on le disait au début, c'est un changement un peu de culture, il va falloir y travailler dans les établissements, avec les partenaires sociaux. Monsieur, vous vouliez rajouter un... Oui, un petit complément. Ça me paraît très important de sceller des accords très rapidement justement sur la périodicité, parce qu'on sait bien que c'est un petit peu chronophage et la méthode, elle est importante. Alors si on fait des accords tous les 2 ans, tous les 3 ans, on va gagner quand même beaucoup de temps dans les établissements. Et ça sera du temps utile, quoi. C'est pas du temps qui est perdu. Puis en termes de méthode, de faire un agenda d'année avec déjà les rendez-vous avec le protocole en début d'année, au mois de janvier. Puis ensuite, on se prévoit des dates qui sont fixes. En fin de compte, c'est pas très chronophage parce qu'on se dit, voilà, on se prévoit 3 dates pour négocier. La première, la deuxième, une de secours en 3e date. Et puis, lorsqu'on fonctionne comme ça, eh bien, on dit voilà, on va envoyer tous les documents par mail
Et puis quand on arrive à la négociation, on a déjà des éléments. Et les négociations duraient 1 heure, 1 heure et demie, pour l'habitude qu'on avait de fonctionner. On avait l'habitude de travailler. Donc c'était pas très chronophage. Il y avait un petit peu de travail de préparation, ça c'est important. Je voudrais rajouter deux petites choses. Dans les négociations, il faut faire attention à l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc il semblerait que l'URSSAF, ça soit son nouveau dada. Donc les avocats nous mettent un petit peu en garde en disant attention, si vous n'avez pas d'accord d'égalité entre les hommes et les femmes, c'est peut-être le contexte MeToo qui fait ça, etc. Je ne sais pas, mais il semblerait qu'il y ait eu des redressements sur ce sujet-là. Donc il faut bien l'inscrire à l'agenda. Et puis en termes de stratégie, des fois, dans la NAO, on ne peut pas négocier quelque chose qui sort de la convention collective très facilement et ça peut être dangereux. Donc souvent, on négocie une prime. Voilà, pourquoi pas. Et puis, on est arrivé à parler de ce que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire toucher aux œuvres sociales. Le pourcentage qui est lié aux œuvres sociales. Quelquefois, c'est peut-être plus avantageux pour l'établissement d'augmenter un petit peu les œuvres sociales et de donner moins de primes ou pas de primes. D'abord, les offres sociales vont toucher tout le monde, c'est-à-dire les personnels OGEC et les personnels enseignants. Mais en plus, il n'y a pas de charge dessus. Donc quand on met une prime, eh bien, il y a toutes les charges patronales. Lorsqu'on met les œuvres sociales, donc des fois, on a besoin d'équilibrer et suivant la marge de manœuvre financière qu'on a, eh bien, ça peut être intéressant de l'intégrer. D'abord, ça fait plaisir aux enseignants, puisque là, tout le monde est concerné et pas seulement les personnels OGEC. Et puis, voilà, il y a des histoires de gros sous. On a quand même des établissements à gérer et la marge de manœuvre n'est pas toujours celle que l'on souhaiterait. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut se réfléchir. Je crois qu'il y a beaucoup de marge de manœuvre, effectivement, comme vous le dites, à la fois dans la durée, mais à la fois dans les choix de négociation. En fin de compte, c'est très impressionnant la première fois qu'on voit toute la liste. En fin de compte, les points sur lesquels on réfléchit vraiment, il y en a peu. Il y en a peu. Les gens, ils sont intéressés de savoir s'il va y avoir une augmentation ou pas, une prime ou pas, quelque chose qui va bouger ou pas. Et puis après, on va améliorer 2-3 points et les restes, on va juste les lister. Ils font partie de l'accord, mais en fin de compte, on n'y touche pas. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui change. Et c'est juste un petit peu de papier, quoi. Mais par contre, ce papier, il est obligatoire parce que si on ne l'a pas, ça peut faire mal. Merci de votre témoignage. Donc pour vous aider dans ces démarches méthodologiques et d'anticipation, sachez qu'un outil sera mis à votre disposition. Donc un module dialogue social va être intégré dans le portail Isidore, dans l'application sociale. Il vous permettra donc de construire cet agenda social sur mesure en fonction des consultations et des obligations de négociation. Vous le voyez à l'écran, en bénéficiant aussi un certain nombre de fiches pratiques, de modèles de documents, de convocation aux réunions du CSE, de négociations, etc., etc. Là, vous voyez à l'écran, on voit les blocs qu'ont présentés tout à l'heure Marion et Mathieu sur les obligations de consultation. On pourra rentrer des dates. On pourra visualiser ces éléments dans un planning global. Donc ça, ce sera dans le module dialogue social, avec encore une fois l'idée d'alléger vraiment le formalisme pour que vous puissiez vous concentrer sur le fond, en lien avec la BDES, encore une fois, puisque rappelons que la BDES est vraiment aujourd'hui incontournable et le réceptacle de toutes les informations destinées aux représentants du personnel pour les entreprises qui ont un effectif d'au moins 50 salariés enseignants compris. Donc vous voyez, c'est un outil qui vous permettra un peu de gérer de manière plus organisée ces obligations légales et d'en faire finalement un levier. Donc là, il est actuellement en phase de test. On espère le sortir d'ici quelques semaines. Voilà, merci de votre attention. Jean-René, si vous voulez dire un dernier mot. Et merci, Monsieur Pichot, merci Alexandre. Marianne, s'il vous plaît, il y a des questions au fond de la salle. Oui, je reviens sur le calendrier, la gestion du calendrier, un point essentiel. Ça permet d'incarner le projet, effectivement,
d'appréhender la temporalité de manière un peu différente, d'être dans une logique pluriannuelle. Ça fait écho aussi à la délégation que vous recevez d'un conseil d'administration d'OGEC et d'avoir une visibilité sur 1, 2, 3 exercices, ce qui permet d'avoir une vision à 360 degrés. Éric Abolivier et Yannick Couloir nous disaient tout à l'heure la mobilisation des acteurs, et ça fait partie aussi de la communication avec l'ensemble des acteurs, que ce soit en restructuration, mais dans la vie quotidienne de l'établissement. Et là, on est au cœur même, ce que rappelait Aurélia tout à l'heure, de notre mission, que de vous accompagner dans l'animation et faire vivre votre projet. Monsieur Léon. Oui, monsieur Léon, Diego Léon, donc faible CFDT. L'expression, juste quelques réactions pour contribuer à la réflexion. L'expression touche syndicale a été employée. Donc je comprends ce que monsieur l'intervenant a voulu dire, mais je voulais insister quand même sur le fait que nous sommes des acteurs syndicaux et non pas une touche syndicale, et donc en tant que tel, nous sommes bien des partenaires, et c'est en ce sens-là que nous travaillons au quotidien. Sur la formation des acteurs, je rejoins monsieur Pichot avec qui j'ai eu l'occasion de travailler lorsque j'étais en responsabilité en Haute-Savoie avant d'avoir des responsabilités nationales, donc je le salue. Et je crois que là aussi, il y a vraiment de réels enjeux. On voit bien que la réglementation, la législation est de plus en plus complexe, laisse de plus en plus de place aux entreprises. Et donc, il y a vraiment un intérêt des deux côtés de la table, tant du côté de la direction que des représentants du personnel et des délégués syndicaux, à être formés, car la négociation ne s'improvise pas. À l'époque où les accords conclus sans délégués syndicaux remontaient à la CPN, puisqu'elle devait se prononcer dessus, monsieur Le Meur en est témoin, et d'autres parmi le collège employeur, puisqu'il y a des représentants, des négociateurs qui sont dans la salle, eh bien, on constatait quand même que c'était du grand n'importe quoi. D'où l'importance, la nécessité d'avoir conscience qu'on a tous intérêt à être formés. Sur la question de s'acculturer ensemble, et je crois que ça c'est très important avant d'engager une négociation, je voulais remercier très sincèrement le collège employeur, puisque lors de la négociation en 2014-2015, sur la complémentaire santé, puisque c'était une obligation de négocier dans les branches, nous avions pris le temps en commun au niveau des partenaires sociaux nationaux, donc employeurs et salariés, d'avoir un temps d'acculturation et de formation commune. Et je crois que grâce à cela, les acteurs autour de la table étaient bien conscients des enjeux, et que ça nous a permis de mener une négociation très certainement de manière très profitable pour tous, dans l'intérêt des établissements et des salariés. Et donc je tenais à remercier le collège employeur pour cela. Oui, je ne réinsiste pas sur la nécessité de transparence et de sincérité, puisqu'effectivement, si on veut pouvoir négocier et discuter tous autour de la table, eh bien, c'est une nécessité. De manière à pouvoir négocier de façon éclairée. Je réinsisterai aussi sur l'importance des données sociales. Elle est aussi importante pour les employeurs que pour les organisations syndicales, parce que avoir des données sociales de qualité permet d'avoir un diagnostic partagé en début de négociation et de voir comment s'approprier les différentes problématiques. Sur le temps partiel, effectivement, je voulais quand même rebondir sur la question du temps partiel subi, temps partiel choisi, parce que même lorsque les salariés, pensent avoir choisi leur temps partiel, bien souvent il est subi. Subi par quoi ? Nous avons dans la branche quand même plus de 70% des personnels qui sont des femmes. Or, les femmes subissent des contraintes sociétales. Rappelons les questions d'engagement en termes familiaux. Et ça, c'est un enjeu de société.
Et les choix de carrière, eh bien, ce sont les femmes qui, bien souvent, les font au détriment de leur carrière, au profit de leur conjoint. Et je crois qu'il y a tout intérêt quand même à réfléchir au-delà des représentations même des salariés sur la question des carrières. Et au niveau de l'agenda social, par rapport à ce qui a été dit, effectivement, je crois qu'on peut adapter pour pouvoir... Mais l'intérêt primordial, la première des choses, à mon avis, c'est que ça ait du sens, que ce que l'on décide ensemble en termes d'agencement du calendrier ait du sens pour tous. Et parce que se rencontrer, enfin, je veux dire, c'est pas négocier pour négocier, hein, c'est vraiment pour aboutir à quelque chose, voilà, qu'on construise ensemble. Voilà, bah, je crois qu'avoir à peu près dit les différents éléments de réflexion qui ont émergé en vous écoutant. Merci en tout cas pour cette intervention et merci à Monsieur Pichot aussi. Merci à vous. Merci Monsieur Leon pour cette excellente synthèse. Donc, il y avait des Bretons, il y avait des Bourguignons, et il y a un axe savoyard qui se crée. Je fais un petit droit de réponse quand même. Le mot touche syndicale, je ne l'ai absolument pas utilisé péjorativement. Justement, c'était tout l'inverse. Parce que pour moi, justement, dès lors qu'on a... Je vais éviter de touche syndicale. Dès lors que l'on a des interlocuteurs syndicaux, on a quand même des gens qui ont une information beaucoup plus complète de la législation qui entoure, et qui est informée justement aussi de ces possibilités de déroger un peu au socle légal ordre public. Donc quand je parlais de touche syndicale, notamment à travers aussi le conseil d'entreprise, c'est l'idée qu'on ne va pas se retrouver uniquement avec des élus qui justement sont totalement déconnectés de tout syndicat. L'idée du conseil d'entreprise, c'est aussi d'avoir des personnes justement qui peuvent apporter de la compétence supplémentaire et pas du tout péjorativement. Voilà, merci à vous. Très bien, merci beaucoup. Pas de questions dans la salle. Écoutez, encore merci beaucoup de vos interventions, la richesse de celle-ci. Alors, je retiens un mot, c'est qu'il faut faire beaucoup de droit pour s'en affranchir. Hein. Donc, conclusion, en faire beaucoup pour ne plus en faire. Et faire du droit vient souvent une faillite, notamment dans le dialogue et dans la communication.